Bon, bienvenue tout le monde. Je suis Don Vin du CUSUM et avec Dr. Geneviève Bernard, également du CUSUM, Dr. Philippe Campo de Saint-Justin, Dr. Nicolas Pilon de l'UQAM, avec Michel Knack-Marquis, la gestionnaire de projet des réseaux, nous formons le comité exécutif de RRQC et au nom du comité exécutif de RRQC, nous avons le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette séance inaugurale. Prochaine. Aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter notre tout nouveau réseau provincial de recherche sur les maladies rares et non diagnostiquées. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, le M3S a donné la priorité aux maladies rares dans son portefeuille. En juillet 2020, le groupe de travail québécois sur les maladies rares, le GTQMR, dirigé par le Dr. Marc Girard, a aidé le M3S à rediriger un rapport qui a émis des recommandations générales de niveau stratégique en ce qui est trait de l'organisation des soins et services pour la prise en charge de cette clientèle. Et donc, par la suite, le comité consultatif québécois pour les maladies rares, le CCQMR, a été formé pour élaborer un plan d'action sur les maladies rares. Prochain. Dans le plan, il y a 3 axes qui ont été formulés. Axe 1 se concentre sur la sensibilisation en formation. Axe 2 se concentre sur l'accès facilité et équitable au diagnostic, aux soins et aux services. Et l'axe 3 se concentre sur la recherche et l'innovation. Les 2 premiers axes relèvent du mandat de la M3S. Par contre, la recherche ne l'est pas. C'est donc dans cette optique que nous avons créé un groupe multi-institutionnel dans le but de proposer au FRQS la création d'un réseau de recherche sur les maladies rares qui répondrait à l'axe 3. Donc, nous voulions créer un réseau de recherche ouvert et collaboratif à l'échelle de la province qui permet à tous les spécialistes des maladies rares à collaborer ensemble et travailler ensemble, partager des données, partager des échantillons dans lesquels on va discuter plus en détail bientôt. Donc, je suis heureux d'annoncer, comme vous savez, que le FRQS a financé ce réseau thématique en avril 2024. Prochain. C'est mon tour. Pour atteindre cet objectif-là, c'est ça. Étant donné que les maladies rares, c'est de nature généralement très complexe, ça nécessite de révisiter un peu peut-être les approches qu'on a habituellement en recherche. Et c'est là que l'idée du réseau est venue aussi. Et le mot-clé ici, en fait, c'est la collaboration. Donc, briser les silos entre les institutions, entre les disciplines, entre le milieu clinique, la recherche fondamentale, voire même l'industrie. Puis même au sein de ces différents secteurs-là, il y a plein de sous-catégories. Donc, en clinique, par exemple, on peut penser aux médecins, aux physiothérapeutes, aux psychologues. En recherche fondamentale, il y a les biologistes, les chimistes, les bioinformaticiens et la chimie computationnelle, par exemple. Et c'est important donc que tout ce monde-là se parle plus et travaille mieux ensemble. Et c'est vraiment le grand objectif du réseau qu'on veut mettre en place ici. Puis, on espère qu'avec le réseau, c'est ça, on va pouvoir mettre en place des structures qui vont favoriser ces échanges-là entre les personnes et le meilleur partage aussi des meilleures pratiques ou le partage aussi d'échantillons, le partage de connaissances entre nous, les chercheurs, mais aussi avec la population et les milieux de pratique et bien entendu les communautés de patients. Donc, voilà pour l'essentiel. Parfait. Depuis notre annonce du financement en avril, nous avons créé notre identité visuelle et je suis ravie de vous présenter notre logo RARQC que vous voyez sur la diapo. Et la première chose que vous pouvez remarquer, c'est la loupe avec les rayures zébrées, ce qui représente notre réseau de chercheurs qui s'intéressent aux maladies rares et notre but collectif d'innover la recherche dans ce domaine. Nous avons également produit une première phase de notre site web bilingue. Je vous invite à le consulter à l'adresse rare.québec. La deuxième phase aura beaucoup plus de fonctionnalités, incluant une carte interactive
avec notre répertoire de chercheurs et spécialistes en maladies rares. Alors, restez à l'afflux des nouvelles rares QC. Donc, voici l'organigramme du réseau. Donc, en commençant en haut à gauche, donc on a le comité de direction qu'on vous a présenté. Puis ensuite, on a ce comité-là est conseillé par un comité scientifique qui inclut de nombreux conseillers seniors qui font depuis longtemps de la recherche sur les maladies rares. On a un comité d'équité, diversité, inclusion, un comité étudiant et un comité de la mobilisation des connaissances. En fait, on a le plan de les former, donc on accueille beaucoup de participation de différents membres de la communauté de la recherche sur les maladies rares. On a aussi un comité de commercialisation pour éventuellement, lorsqu'on va vouloir supporter le développement d'options thérapeutiques. Et donc, au centre, on voit les 3 piliers de notre réseau avec leurs leaders. Donc, Vincent Ferretti de Sainte-Justine pour le pilier 1 pour la base de données des biobanques, Kessen Paten de l'INRS pour la physiopathologie et John Mitchell pour le pilier 3 sur la recherche clinique centrée sur le patient. Donc, on va vous parler un petit peu plus dans les futurs diapos sur chacun de ces 3 piliers. Mais pour vous les présenter, en gros, le premier pilier, son objectif, c'est de regrouper différentes bases de données, de créer des registres cliniques des patients. Donc, que les patients puissent exprimer un intérêt à participer à la recherche, un intérêt à communiquer avec d'autres patients notamment. Donc, c'est ce qu'on espère pouvoir faciliter. Puis ensuite, les chercheurs vont pouvoir exprimer un intérêt de proposer un projet de recherche. Et puis, on va aussi, on l'espère, pouvoir faciliter ces études-là en donnant accès et puis en facilitant la compilation de données cliniques, données génomiques qui sont déjà dans le CQDG. On ne va pas banquer les échantillons comme tels. Il y a déjà de nombreuses biobanques institutionnelles disponibles à beaucoup de centres au Québec, mais on aimerait pouvoir relier tout ça, relier les données cliniques dans les biobanques avec la localisation des échantillons pour que les gens puissent demander accès aux échantillons. Dans le pilier 2 sur la pathophysiologie, on veut faciliter la compréhension des mécanismes pathophysiologiques des maladies, identifier des cibles thérapeutiques, puis faire le développement préclinique des thérapies ou la recherche de biomarqueurs. Et dans le pilier 3, supporter les études sur l'histoire l'histoire naturelle des maladies, l'efficacité des interventions qui existent, des essais cliniques, et puis l'accumulation de d'autres données comme des données économiques sur les maladies rares. Donc, on a quand même un budget qui est significatif, mais aussi limité avec nos nombreux objectifs. Donc, on va y aller de façon séquentielle. Et puis, notre objectif, c'est plutôt que de financer des projets spécifiques, de financer des stratégies qui serviraient de façon transactionnelle à transversale à de nombreuses études sur les maladies rares. Donc, si on passe à la prochaine diapo, sur les objectifs à court terme, c'est de répertorier toutes les expertises, éventuellement toutes les biobanques au Québec, les études, les gens font des études, mais c'est très difficile de savoir qui étudie quoi. Donc, on espère qu'avec notre site Web, ça va faciliter l'accès à ce qui est disponible au Québec en termes d'études cliniques, d'études sur les organismes modèles. Et donc, on a besoin de votre aide. Quand vous enregistrez sur le réseau, vous pouvez nous donner des détails sur les études que vous faites. Vous pouvez aussi fréquemment mettre à jour votre profil ORCID ou ORCID, qui détaille vos projets, puis les maladies sur lesquelles vous travaillez. Les objectifs à moyen terme, c'est faire des événements de réseautage, des formations,
pour les PI, les étudiants, mobiliser les connaissances, puis faciliter la vulgarisation de la recherche sur les maladies rares. Aussi, avoir des outils qui vont servir à de nombreuses études, comme des formulaires de consentement qui peuvent être utilisés dans plusieurs centres pour compiler des données cliniques, génétiques, des échantillons, on l'espère. Et puis, ensuite, à plus long terme, c'est pouvoir supporter les études cliniques, donc faire des études épidémiologiques pour qu'on puisse répondre au souhait du ministère de la Santé de pouvoir avoir un bon registre puis répertorier la fréquence des maladies rares au Québec. Et puis, on l'espère aussi éventuellement accélérer les études précliniques et cliniques sur les maladies rares. Sur ça, on peut passer à la prochaine diapo. Vincent? Oui, bonjour. Je m'appelle Vincent Ferretti, je suis chercheur au centre de recherche de l'hôpital Sainte-Justine. Ma spécialité, c'est plus le développement d'infrastructures de recherche pour construire des banques de données en génomique, que ce soit génomique de recherche ou génomique clinique. Donc, on m'a contacté pour faire partie de ce beau projet et en tant que leader du pilier 1, qui est à propos des bases de données des biobanques. Alors, le pilier 1 a principalement 3 livrables. Le premier livrable, c'est tout ce qui a trait au développement d'un outil ou des outils pour gérer la gouvernance entre les participants et les chercheurs. On a appelé ça Connect.qc. Et donc, l'idée, c'est qu'on va construire un portail pour les patients afin qu'ils puissent s'y inscrire, regarder leur consentement, consentir également à participer ou à être contactés par des chercheurs. On va inclure toutes sortes de fonctionnalités, comme par exemple, en tant que patient, je recherche d'autres patients avec des conditions similaires. Donc, une espèce d'outil social, de réseautage entre les patients. Donc, ça, c'est un objectif de Connect.qc. Une autre clientèle pour Connect.qc, ce sont les chercheurs, évidemment. Donc, les chercheurs pourront utiliser ce portail pour soumettre leur demande d'accès à des données individuelles. Donc, on pourra éventuellement construire des formulaires pour gérer les demandes d'accès aux données. Et ça va être aussi, le Connect.qc va être aussi un outil pour évaluer ces demandes par une espèce de comité d'accès aux données. Donc, tout ça dans un ou plusieurs outils. L'architecture n'est pas encore tout à fait décidée. Ça va dépendre aussi de nos partenariats avec d'autres groupes ou d'autres réseaux. Mais grosso modo, ça serait les principales fonctionnalités de Connect.qc. Tout ce qui a trait à la gouvernance, finalement. Et aussi au réseautage des patients. Alors, l'autre livrable, c'est rare.qc. C'est là où seront organisées, harmonisées les données de recherche, les données à propos de ces patients-là. Donc, ces données vont venir de plusieurs endroits, dont les données qui viennent du Réseau québécois de diagnostic moléculaire ou des données cliniques de cliniques externes, je ne sais pas, d'autres sources. Et ces données vont être rassemblées dans un portail qui existe déjà, en fait. C'est le Centre québécois de données génomiques. Donc, le Centre québécois des données génomiques, c'est une infrastructure de recherche qui a été, en fait, lancée il y a quelques semaines, qui vise à regrouper ensemble des données génomiques et cliniques générées par des études québécoises. Ça peut être des études de recherche, mais ça peut être aussi des données cliniques, c'est ça, des données cliniques qui viennent du système clinique, en fait. Exemple, le RQDM. Le RQDM, c'est un réseau de 9 laboratoires de diagnostic moléculaire au Québec. Et en ce moment, le RQDM travaille sur un cadre de gouvernance qui ferait en sorte que pour les patients qui consentent, leurs données pourraient être transférées dans le Centre québécois de données génomiques pour les diffuser, en fait, pour qu'elles deviennent accessibles pour la recherche. Donc, on va profiter de cette infrastructure pour construire le rare.qc, c'est-à-dire qu'on va adapter le Centre québécois de données génomiques aux besoins précis, aux besoins particuliers de ce réseau sur les maladies rares.
mais ça va devenir la plateforme de partage de données du réseau RARQC. Alors, comment ça fonctionne? Dans ce portail, déjà, les chercheurs qui s'y inscrivent peuvent déjà explorer les données, non seulement du réseau RAR, mais aussi d'autres sortes de données, comme présentement, nous avons les données de la cohorte Carthagène. Par exemple, ça pourrait être des contrôles. Et donc, les données sont harmonisées, donc comparables. On a une banque de données de variants aussi génétiques qu'on extrait de toutes les données qui sont soumises au CQDG. Donc, les variants des patients de RAR.QC pourront aller dans cette banque de données de variants. Et on a tous des outils de recherche, d'exploration. Tout ça peut se faire sans nécessairement faire une demande d'accès. Mais une fois que la demande d'accès est obtenue par Connect.QC, mais alors là, les chercheurs pourront accéder à des données individuelles, donc des génomes, par exemple, des exomes particuliers de patients. Et nous offrirons une infrastructure de calcul pour qu'ils puissent être analysés. Donc, le CQDG est déjà déployé sur une infrastructure infonuagique et qui pourrait être utilisée par les chercheurs pour analyser les données dont ils ont accès. Un autre livrable à travers le Centre québécois de l'ingénierie, c'est le répertoire des échantillons. Donc, un des livrables du réseau, c'est avoir une espèce de répertoire de tous les échantillons disponibles pour la recherche, pour des futures analyses. Donc, on va essayer c'est déjà présent dans le CQDG, on va l'adapter pour faire en sorte que toutes les biobanques institutionnelles qui voudraient y contribuer puissent soumettre la liste des échantillons disponibles qu'ils ont et on pourra les mettre dans le CQDG et les chercheurs pourront faire des recherches. Donc, on pourrait imaginer une recherche comme trouvez-moi tous les patients avec telle condition, tel phénotype, dont l'ADN est disponible, par exemple, pour une analyse ou le sang. Donc, et là, on aurait la liste des échantillons disponibles pour ce type de patient. Donc, grosso modo, c'est ça. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis Kessan Patten, je suis professeur-chercheur à l'INS, plus précisément au Centre Thomas Frappier, Santé et Biotechnologie à Laval. Donc, je vais présenter le pilier 2, mais je vais faire en anglais, comme mon diapo est en anglais. So, for this axis, I think Philippe gave a very nice overview. And the idea with this axis is basically to promote collaboration between clinicians working on rare diseases with scientists, even bioinformaticians. So the idea is we have different objectives that we hope we can achieve with this network. Is first, we've had identification of new genes from the clinic. We can rapidly confirm their pathogenicity using animal or cell models. So this requires easy access to clinicians and scientists as collaborators. And secondly, once we have candidate genes, we hope to promote like further studies of these genes at the level of the biological function and associated pathway. And ultimately, hopefully, we can also go towards development of new therapies or even identification of biomarkers. So as Philippe also mentioned, we have to prioritize how we're going to do that. And I think the first thing for this axis is we have to build a community. And the first thing we want to do is to create a centralized list of the people, scientists, clinicians in Quebec working on rare diseases. So with the information, we hope to cover their interests, if they have genes they're already working on, the model system they're working on. And it's really to help like a list where clinician can find suitable collaborators that's working on a disease model that could test their candidate gene, or the other way around. If you're working on different animal models, cell models, you have candidate genes, you could go to the clinician and say, hey, maybe this could be interesting, whether you could find it in your cohort. That's pretty much the idea, is to increase that collaborative effort. And I think in the short term, one thing that we hope to achieve quite fast is to have also
repertoire of the different expertise, but also resources, what type of equipment, platform that's being run across different labs in Quebec. And hopefully with that, it can facilitate the exchange of protocols. And in the long term, we will extend that collaborative effort to include trainees by running, we have ideas of summer school. So, but I think the first step with this axis, we'll have to develop the community. So for the first year or so, we really hope to have a centralized list of people in Quebec working on rare diseases. So yeah, that's it for me. Oui, bonjour. Malheureusement, Dr. Mitchell ne pouvait pas être là, alors moi, je vais présenter à sa place pour le pilier 3 qui a été très bien résumé par Philippe. C'est un pilier pour lequel on est un peu dépendant du pilier 1 puis du pilier 2 pour avancer tous nos objectifs. Mais la première chose qu'on aimerait faire, ou en tout cas dans les premières choses qu'on voudrait faire, c'est développer un consentement puis un protocole pour tous les patients avec des maladies rares au Québec qui pourrait être approuvé, ce qu'on espère, dans tous les centres, ce qui permettrait en fait à tous les patients avec des de recherche. Donc, ça, c'est une des premières choses qu'on veut faire. Dans une vision globale là, de ce pilier-là, évidemment, on veut faire des études d'histoire naturelle parce que ça a été vraiment bien réalisé dans les dernières années avec les maladies rares, comme vous savez probablement tous déjà. Si on n'a pas d'histoire naturelle, c'est vraiment difficile d'essayer des nouvelles thérapies. Là. Les maladies pédiatriques en sont un bon exemple, en particulier les maladies neurodégénératives, parce que ce n'est pas éthique de faire un placebo control trial. On veut aussi, évidemment, continuer à faire des essais thérapeutiques puis faire connaître les cliniciens et les cliniciens-chercheurs qui font des essais thérapeutiques et sur quel genre de maladies pour attirer davantage les essais thérapeutiques au Québec. Puis pour ça, je pense que Dr. Mitchell est un pionnier dans le domaine des essais thérapeutiques au Québec. Il en a fait beaucoup, puis il a fait venir beaucoup d'études au Québec. Donc, je pense que ça va être un excellent leader pour notre pilier de la recherche clinique centrée sur le patient. On veut faire toutes les études, on veut supporter les études sur les patient-reported outcomes comme la qualité de vie, les études qualitatives, etc. On voudrait aussi, évidemment, impliquer les patients partenaires et puis les fondations de patients dans ce pilier-là plus particulièrement parce que ça les touche de près. Puis enfin, il y a les essais thérapeutiques, mais il y a aussi ce qui se passe après dans la vraie vie. Donc, on voudrait essayer de comprendre à plus long terme, après qu'un traitement soit approuvé, c'est quoi les impacts au niveau pharmacoéconomique, par exemple. Donc, voilà le résumé de ce pilier. Et j'ai été aussi responsable de la foire aux questions, donc les questions que vous avez envoyées là, avant le meeting. Donc, la première question, c'est comment devenir membre du réseau. Donc, la première chose à faire, c'est de visiter la page pour devenir membre sur le site web du réseau. Puis, il y a un formulaire d'adhésion à remplir. Ensuite, la demande va être regardée, puis votre éligibilité va être confirmée. Vous allez recevoir un courriel de bienvenue, puis un code de conduite à signer pour faire partie du réseau. Si vous êtes déjà inscrit à notre infolette, ça va être important de resoumettre votre profil par le biais du nouveau formulaire sur notre site web pour confirmer votre adhésion puis recevoir le code de conduite. Puis on est très heureux là, de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se sont déjà inscrits, puis on a hâte, là, puis on espère qu'il y a encore beaucoup plus de personnes qui vont s'inscrire dans les prochaines semaines. La deuxième question, c'est comment vous pouvez vous impliquer dans le réseau. On est à la recherche en ce moment de membres pour rejoindre nos comités, comme Philippe mentionnait, nos comités de gouvernance. Donc, vous pouvez regarder sur notre site web la page Impliquez-vous pour regarder les opportunités puis les instructions là, pour postuler. La date limite pour postuler a été prolongée jusqu'au 5 juillet.
Ensuite, la troisième question, c'était est-ce que les étudiants peuvent s'impliquer dans le réseau? La réponse courte, c'est oui, bien sûr. On aime ça. On veut favoriser le développement de la relève en recherche sur les maladies rares. Donc, on les encourage à s'enregistrer comme membres étudiants. Un des critères pour pouvoir s'enregistrer, c'est de faire partie d'une université québécoise et d'avoir un intérêt sur les maladies rares. Il va aussi avoir la possibilité de se joindre au comité étudiant qui a été présenté par Philippe un peu plus tôt, qui va avoir pour mandat de représenter les membres étudiants puis de participer à la mission là, du réseau en général, entre autres sur la formation puis la diffusion et la mobilisation des connaissances. La prochaine question, c'était est-ce que les membres des comités sont rémunérés? La réponse est que pour les patients partenaires, leur contribution au réseau puis à la gouvernance va être rémunérée. Par contre, RAR.QC, c'est vraiment une infrastructure collaborative qui est dédiée au réseautage puis au partage des ressources entre les spécialistes des maladies rares pour développer une recherche innovante sur les maladies rares au Québec. Le budget est limité, puis est vraiment dédié au soutien de nos activités de mobilisation des connaissances, aux réunions du réseau, puis à la formation des étudiants. Donc, la réponse pour les gens qui ne sont pas des patients partenaires, c'est non. Enfin, pouvez-vous publier mon atelier, mes demandes de collaboration et autres opportunités avec les membres RAR.QC? Oui, ça va nous faire vraiment très plaisir. Vous pouvez envoyer un courriel à info@commercial-rar.québec pour soumettre vos demandes, puis pour ajouter à notre infolettre mensuelle et ou au site web RAR.QC. Puis on a déjà plus que 175 abonnés, fait qu'on est vraiment très, très heureux. Merci. Bon, alors, il y a plusieurs sources de subventions qu'on aimerait remercier, sont tous listés là. J'aimerais juste ajouter quelques mots de fin pour souligner quelques points clés de l'esprit de RAR-QC. Bon, c'est-à-dire, premièrement, c'est vraiment un esprit ouvert et collaboratif. Ce n'est pas restricté ou limité seulement aux médecins ou seulement aux chercheurs fondamentaux. Nous invitons tous les spécialistes dans les maladies rares, tous les spécialistes cliniciens, et on est bien d'accord que ce n'est pas juste les médecins, il y a des personnes spécialisées dans les soins infirmiers, dans les infirmières et infirmiers, des physiothérapeutes, ergothérapeutes, nutritionnistes, pharmaciens, pharmaciennes, et plusieurs d'autres domaines de santé que j'oublie présentement. On vous invite à joindre notre groupe. Vous avez une expérience, une expertise qui va sûrement aider à bâtir le réseau. Et la même chose avec les chercheurs. On ne veut pas donner l'impression qu'on se concentre que sur des chercheurs fondamentaux qui travaillent sur des lignes cellulaires ou des souris. C'est sûr que ça, c'est important, mais ce n'est pas la seule type de recherche qui nous intéresse. Il y a toutes sortes de recherches dans tous les aspects des maladies rares. Encore une fois, on vous invite, s'il vous plaît, à joindre notre réseau. Je pense qu'ensemble, on serait plus fort. Deuxièmement, c'est aussi un réseau ouvert et collaboratif. C'est-à-dire qu'on établit des voies de créer des ententes pour partager des données, partager des échantillons, pour augmenter la recherche, non seulement dans un aspect d'une maladie rare, mais dans plusieurs aspects d'une maladie rare. On a vraiment la capacité, le pouvoir, je dirais, de faire des études multidisciplinaires. On devrait capitaliser sur cette infrastructure pour le faire. Si on travaille des fois avec des personnes qui sont un petit peu plus pensées sur eux-mêmes, c'est pas un réseau pour les gens qui ont l'intention de venir et prendre les données des autres ou des échantillons des autres. C'est pas le réseau pour vous. C'est vraiment un réseau pour la collaboration ouverte à travers les institutions, à travers la province, éventuellement à travers des autres centres dans le pays et au monde. Donc, c'est vraiment, mais comme ça a été mentionné avant, il faut vraiment avoir l'esprit communautaire, c'est-à-dire qu'on fait tous partie de ce réseau. Les maladies rares ont commencé un petit peu désavantagés dans certains aspects de la recherche, des subventions. Et donc, ça, c'est notre opportunité pour faire la recherche qui est vraiment puissante pour éventuellement améliorer le soin des patients et des familles atteintes des maladies rares. Donc, avec ça, j'aimerais vous remercier tous.
pour votre attention, vos présences aujourd'hui. Si vous connaissez des collègues qui n'ont pas eu l'opportunité pour nous joindre aujourd'hui, s'il vous plaît, laissez-les savoir qu'il y a un réseau et qui existe. Cette séance a été enregistrée, donc ça va être disponible pour eux. Bien sûr, on a seulement répondu à 5 questions. On n'a pas répondu à plusieurs autres questions que les gens peuvent avoir. Encore une fois, on vous invite à soumettre votre question, puis on essaierait de le répondre. Des fois, on le ferait peut-être par même notre newsletter, dépendant sur les questions qu'on reçoit. Juste pour souligner un point que Philippe avait mentionné avant, c'est vraiment les fonds qu'on a pour la FRQS, c'est pour bâtir le réseau, l'infrastructure du réseau, le méta-réseautage de ce qui existe. On n'est pas capable et on est en fait même interdit par la FRQS à subventionner des projets directement. Mais votre comité exécutif, c'est-à-dire nous, on travaille avec des partenaires industriels pour essayer de développer des petits bourses, des pilot, pour des pilot projects. Et ça, c'est une des choses, comme mentionné avant, qu'on va bâtir au fur et à mesure qu'on est capable d'agrandir notre réseau. Donc, avec ça, je ne pense pas qu'on va prendre des questions. On a un peu de temps de questions, si vous en avez. Je vois qu'il y a un commentaire, puis je reçois des courriels aussi à cet effet-là pour donner le lien du site web. Oui. C'était dans le chat. Hein? Oui, j'ai mis le lien du site web sur la fonctionnalité questions et réponses. C'est www.rare.québec. Et s'il y a des problèmes techniques, ça se peut qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent s'y joindre au même moment. Donc, tout ça va se résoudre dans les prochaines heures, c'est sûr. Merci. Oui, j'ai enlevé le www parce que il est supposé rediriger vers celui sans les 3 W. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on corrige, là, mais parfait. Il n'y a pas les 3 W, sinon ça ne marche pas. Merci, je vous remercie pour votre patience quand on essaie de résoudre les problèmes techniques. Comme un nouveau réseau, on est en train de bâtir et grandir. On aimerait bâtir et grandir ensemble, mais bien sûr, il va y avoir des petits enjeux pendant la trajectoire, mais merci pour votre patience avec tout ça. Donc, je pense que moi, je ne vois pas de questions sur le chat, mais je ne vois rien sur le chat. Mais juste, ça, c'est Teams. Alors, moi, je ne sais pas comment utiliser Teams. Mais s'il n'y a pas de questions et s'il n'y a pas de derniers commentaires par le panel, est-ce qu'il y a des derniers commentaires, soit Jen, Philippe, Nicolas, Cassine, Vincent ou Michel? Donc, non. Je viens de voir qu'il y a une nouvelle question. Ben, c'est moi ici, j'ai mentionné que c'est important, quand on s'enregistre, c'est utile d'avoir un profil ORCID le plus complet. Donc, ça peut être une première étape là, quand vous enregistrez. Vous pouvez vous enregistrer en premier, puis après ça, créer votre profil, puis nous en informer. Nicolas, m'excuse. Il y a une question en anglais là, de Dr. Mucha. Regarding the membership option, is there an option for a regular clinician to become a member? And of course, there should be. Michelle, perhaps you can... I can answer this question. So in that case, if someone who is a clinician and is not necessarily, doesn't necessarily have a research role, they can join as a practitioner. So that is an other research status under that status. FRQS has very specific guidelines on what type of members we can accept, but I would invite members who are clinicians to join as a practitioner. And if there's any questions, please feel free to send us an email at info@rare.quebec, and I'd be happy to guide you through the process. And just to add to that point, I think you have to remember that the clinicians are, researchers, clinical acumen, clinical data collection, clinical observation. These are fundamental to studying rare diseases. So I would encourage every clinician
who sees rare diseases to register, because you may actually be seeing a patient that's the key to the next discovery. Est-ce que vous avez des autres choses sur votre chat? Mon chat, c'est vide, je sais. Peut-être personne veut me chatter, mais... Don, it's because it's Q&A, it's not chat. Oh, I You see. click Q&A, Oh, OK, je pensais then you'll que see it. les gens étaient plus à l'aise avec Nick ou Philippe. C'est pas possible non plus. OK. Je pense pas que je vois des autres non plus. Est-ce qu'on a répondu à Bettina, on a répondu à Yannick? Serge, félicitations. Merci beaucoup, Serge. Puis Michel avait fait un commentaire. Donc, avec ça, on va pas prendre plus de votre temps. Encore une fois, nous, de la part du comité d'exécutif et de la part du réseau RQC, nous vous remercions pour aujourd'hui. Et encore une fois, on espère que ça va être le début de quelque chose fantastique dans lequel on serait tous capables de contribuer, collaborer et en profiter. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Bye. Merci.